À Cliucci, c'est la nuit, le fond concret de la nuit. Cliucci, le village clé, le centre d'entraînement, la base secrète de l'armée russe dans la région Kamtchatka. Je ne suis pas censé savoir que c'est sur ce pauvre bout de terre qu'ils envoient des bombes chaque semaine depuis Moscou pour mesurer leur portée et atteindre les rives américaines du détroit en cas de guerre. Je ne suis pas non plus censé savoir que tous les indigènes du coin, Even, Koryak, Itelmen, pour ce qu'il reste d'eux, sont enrôlés ici parce que sans rennes et sans forêt, l'absurdité devient la norme et qu'ils en viennent à se battre pour leurs tortionnaires. Sauf que je le sais. Depuis le début, je le sais parce que c'est mon métier de savoir ces choses-là. Les événements dont je partage le quotidien forestier depuis plusieurs mois m'ont raconté les bombes qui explosent près du dortoir le soir. Ils ont ri à mes questions, ils m'ont scruté du regard, ils m'ont souvent traité d'espionne, gentiment, méchamment, ironiquement, ils m'ont fait tenir tous les rôles, mais ils m'ont toujours tout dit. Le village, l'alcool, les bagarres, la forêt qui s'éloigne et avec elle la langue maternelle qu'on oublie peu à peu, le travail qui manque, la patrie qui sauve et qui leur propose le camp de Cliucci en échange. Ironie du sort, le dispensaire se trouve au village clé. C'est là que nous avons atterri, derrière les barbelés et les grillages, derrière les miradors, à l'intérieur de la gueule du loup. Moi qui riais intérieurement de savoir toutes ces choses interdites sur ce lieu secret, me retrouve au cœur même du dispositif de soins pour les soldats et les blessés de la presque guerre qui accourt ici. C'est une vieille femme qui ferme mes plaies. Avec une infinie précaution, je la vois manier le fil et l'aiguille. J'ai passé le stade de la douleur. Je ne sens plus rien, mais je suis toujours consciente. Je n'en perds pas une goutte. Je suis lucide au-delà de mon humanité, détachée de mon corps tout en l'habitant encore. Vzio budet korocho. Tout ira bien. Sa voix, ses mains, c'est tout. Je regarde mes longs cheveux blonds et rouges tomber à mes pieds partout à mesure qu'elle les coupe pour recoudre les plaies du crâne, qui par miracle n'a pas fendu. Je lutte pour discerner une lumière, mais il y a peu à faire, le fond de la nuit est opaque, douloureux, infini, on n'en sort pas comme ça. Et c'est alors que je le vois, l'homme gras et transpirant qui vient d'entrer dans la pièce brandit son téléphone vers moi. Il me prend en photo, il veut immortaliser l'instant. L'horreur a donc bien un visage qui n'est pas le mien, mais le sien. J'enrage, je veux me jeter sur lui, ouvrir son ventre, me saisir de ses tripes et lui river son téléphone de malheur dans la main pour l'obliger à faire le plus beau selfie de sa vie en train de la quitter. Mais je ne peux pas. Je ne peux que lui maugrer d'arrêter et me cacher maladroitement le visage. Je suis rompue, brisée. La vieille femme comprend, le pousse à l'extérieur et ferme la porte. Les gens, elle dit, vous savez comme ils sont. Parce que l'ours est parti avec un bout de ma mâchoire qu'il a gardé dans la sienne et qu'il m'a cassé le zygomatique droit, il va falloir opérer à nouveau, bientôt. Ils ont fixé une plaque dans l'os pour tenir la branche mandibulaire inférieure droite quand je suis arrivée. Il faut maintenant
remonter la pommette. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant ? C'est un mystère, mais le médecin-chef m'assure ce matin que je pourrai ensuite sortir du service de réanimation, respirer normalement. Je pourrais même manger toute seule, ajoute-t-il, le sourire aux lèvres. Ce soir-là, dans le service de réanimation, des cris inattendus animent ma nuit. Ils ont récupéré dans les rues quelqu'un de très saoul, au-delà de ce qu'on imagine. Ou peut-être qu'il est venu se présenter de lui-même, qui sait, toujours est-il qu'il occupe la pièce d'à côté, je l'entends, je l'écoute, et c'est une incroyable litanie qui débute et ne s'interrompra qu'au petit jour. L'infirmière de garde a échangé les mains grasses du médecin-chef contre d'autres injures, ça hurle dans les couloirs, ça s'insulte, une porte claque, l'homme d'à côté se retrouve enfermé et il commence à chanter un long chant mélancolique qui raconte les temps d'avant, le kolkhoz, l'armée rouge, les vaches, le lait, les rennes, les livres et le cinéma, les pots et le comptoir, la vodka. Et j'aimerais voir son visage, voir la peine qui fait tressaillir sa voix entrecoupée de sanglots. Quel monde pleure-t-il ? Quel âge a-t-il pour pleurer ces temps révolus ? Je l'imagine, bouteille à la main, quelques heures plus tôt, titubant dans les ornières boueuses de l'une des routes défoncées de la ville, sous les lumières blafardes de l'un de ces supermarchés sortis de terre il n'y a pas 5 ans, ayant poussé là au milieu des immeubles d'époque soviétique fissurés de part en part, témoignant d'un monde qui a changé trop fort, trop vite, et qui s'effrite déjà avant même d'avoir atteint sa maturité prédatrice. J'écoute mon voisin de chambre délirer et je suis transportée à Toyane sous la yourte. Je revois le vieux Vassia au petit matin, assis sur une peau de renne, les yeux mi-clos, probablement retenu dans cet entre-deux qui précède le réveil, là où les rêves gardent encore toute leur emprise sur nos corps. Kolkhoz director, Krasnaya Armia, Sovkhoz director, Kolkhoz director, Krasnaya Armia, Sovkhoz director, Kolkhoz director, Krasnaya Armia, Sovkhoz director, directeur du kolkhoz, armée rouge, directeur du sovkhoz, répète-t-il inlassablement en se balançant doucement dans la lumière de l'aube qui perce par le toit. Je me rappelle avoir été frappée par la profondeur du choc, de la collision entre l'hémicycle de la yourte, les flammes du feu qui racontent les choses de l'invisible que lui, Vassia, sait traduire le soir en quelques mots prononcés tout doucement, et la modernité soviétique qui s'est infiltrée jusque dans les rêves des humains les plus éloignés, les plus différents, les moins préparés. Une histoire tourne dans les abysses de Vassia. Quelles bribes de souvenirs, quels détails de rencontres, quels fragments d'événements. Je ne sais pas si mon colocataire du service de réanimation est Even Itelmen Koryak ou russe. Je sais en revanche qu'il ressasse la même pesanteur passée que mon vieil ami de Toyane.